Bonsoir et bienvenue dans mon humble cabinet. Je vous en prie, installez-vous. Je me présente, Alexei Goss van der Haven, pour vous servir. Mais vous pouvez m'appeler juste Goss ou l'autre pourri, comme les autres. Je me sens seul, vous savez. Si seul que je compte converser avec vous de mille et un sujets exempts de toute niaiserie. Ça vous tente? Tout d'abord, commençons par le magnifique univers des contes de fées, voulez-vous? Qui n'a jamais rêvé une fois dans sa vie d'incarner un de ces princes charmants ou une de ces princesses dans ces mondes merveilleux? Pas moi. Surtout depuis que j'ai eu vent des origines de ces histoires, de leurs faces cachées. Sortez les squelettes des placards, aujourd'hui on fait le ménage à grands coups de balai dans votre enfance. J'espère que vous n'y tenez pas trop, car le véritable visage des contes de fées n'a rien à envier au pire bad trip d'un cocaïnomane en manque, croyez-moi. Évidemment, je ne pourrais pas vous parler des contes de fées sans évoquer les frères Grimm, deux frangins sympathiques aux mœurs plus que douteuses, qui seraient bien en droit de demander des royalties à ce bon vieux Disney. Que ce soit Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge ou encore Hansel et Gretel, tous sont des œuvres de ces deux frères bourrés d'imagination. Ils ont façonné notre enfance à coups de morale rose bonbon et de vilains méchants qui font rire les gentils quand ils meurent. Ah non, pardon, ça c'est le remake. Dans les véritables histoires, il y a beaucoup moins de gazouillis d'oiseaux et de chansons insupportables. Partant du postulat que les contes sont censés nous apprendre des notions comme la différence entre le bien et le mal, il fallait marquer les esprits pour les mettre en garde. C'est ainsi que je vais vous proposer une petite liste non exhaustive des contes les plus sordides et les plus rocambolesques jamais écrits. On va commencer par un classique, histoire de vous mettre dans le bain. Et dans la mesure où beaucoup de gens commencent à connaître les parts sombres de Disney, je vais vous présenter ensuite des contes beaucoup moins connus, et ce pour le plus grand bien de votre culture. Pour commencer, prenons Cendrillon. L'histoire de cette pauvre fille qui subit les pires sévices de ses demi-sœurs et qui se retrouve catapultée dans les bras d'un bel âtre tout de velours vêtu grâce à une bête godasse. Ah, et elle se fait offrir une robe magique par une bonne femme qui roule dans un carrosse potiron. Bon, tout le monde connaît l'histoire, tout est bien qui finit bien. Sauf que, dans l'histoire originale, les deux demi-sœurs de l'héroïne se charcutent le pied en se coupant l'orteil ou en se sciant le talon pour espérer rentrer dans la pantoufle de verre. Pour une pantoufle, hein? Qu'on vienne pas me reprocher d'autopsier des patients vivants. Moi au moins, c'est pour la science. Et ce n'est pas tout, puisque les gentils petits oiseaux amis de Cendrillon crèvent les yeux des deux daims dans les picorants, les forçant ainsi à passer le reste de leur misérable vie à mendier privés de leur vue. Oh oui, picoré. J'adore les prises de bec, si je puis dire. Oh, celui-là n'est pas connu du tout. Et à mon avis, c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'adaptation. Comment voulez-vous transformer un asile féerique en un film pour la famille? Mais bon, l'histoire s'appelle Les 7 Corbeaux, et je me sentais obligé de vous en parler. La première édition, parue en 1812, fait partie du recueil des frères Grimm, intitulé Contes de l'enfance et du foyer. Par enfance, comprenez traumatisant, et par foyer, comprenez 7e cercle des enfers. L'histoire commence par la naissance très attendue de la première fille d'une famille de 7 garçons. Le père envoya les 7 frères aller chercher de l'eau au puits pour baptiser la petite, mais ils se disputèrent et firent tomber la cruche. Terrifiés par la réaction du père s'il apprenait la nouvelle, les 7 gamins n'osèrent pas rentrer chez eux. Vous avez là un aperçu de l'ambiance de la maison. Le père, ne voyant pas revenir ses gosses, s'énerva et souhaita qu'ils soient changés en corbeaux. Son vœu va immédiatement se réaliser. Imaginez un peu s'il les avait traités d'enculés. Bref, la gamine grandit sans connaître l'existence de ses frères jusqu'au jour où ses voisins avouèrent la vérité et elle se mit à culpabiliser. Et vous allez voir
que la culpabilité peut vous emmener encore plus loin que le LSD. La fille va donc partir à la recherche de ses frères avec dans son sac une bague, un tabouret et des provisions. Un tabouret? Mais elle a oublié la corde. Courva marche. Ainsi, la gamine va aller jusqu'au bout du monde et va même mener ses recherches sur le soleil et la lune sans résultat. Y a-t-il vraiment besoin d'un commentaire? Là, on va commencer à partir en live total quand elle va rencontrer les étoiles qui lui donnèrent un os de poulet avec lequel elle pourra, selon elle, ouvrir la montagne de verre. À tous les coups, elle va devoir se couper le talon. Elle arriva à la montagne, mais ayant paumé son os de poulet, elle décida de se couper le doigt pour s'en servir comme clé. Elle rencontra un nain qui lui affirma que ses frères n'étaient pas là, mais qu'il dînera ce soir avec les corbeaux. La cinglée gamine fit tomber sa bague dans le dernier plat et les corbeaux rentrèrent juste après. Ils se rendirent compte que c'était sa bague, ils furent sauvés, ils se retrouvèrent dans la joie et la bonne humeur et tout le monde est content. La gamine s'est quand même tailladé le doigt et je n'ose même pas imaginer la réaction du père. Cette chevreau, cette corbeau, cette nain sont déconnés. C'est un accord tacite entre les conteurs ou quoi? Cette histoire demeure assez basique dans sa situation initiale. En effet, une chèvre décida de quitter la maison. Ouais, les chèvres font construire maintenant. C'est un marché en pleine expansion. Elle laissa dans la demeure familiale ses 7 chevreaux en les mettant en garde au sujet de la présence du loup qui souhaitait les dévorer, mais qu'il serait facile de le différencier de leur mère à cause de sa voix grave et de ses pattes noires. Moi je dis que si des gamins sont pas capables de différencier leur mère qui est une chèvre d'un loup, vaut mieux pas les laisser tout seuls du tout. Évidemment, le loup vint frapper à la porte de la maison où se trouvaient les chevreaux. On a beau être un loup affamé, c'est pas pour longtemps qu'on oublie les bonnes manières. Mais ce dernier se fit une première fois griller à cause de sa voix trop grave. Qu'à cela ne tienne, le loup retentera sa chance après avoir mangé une craie afin d'éclaircir sa voix. Les herbivores le détectèrent à cause de sa patte noire que ce crétin de loup avait posée sur le bord de la fenêtre. Il décida d'aller chercher le boulanger pour que ce dernier lui trempe les pattes dans la farine et il revint. Moi je me méfie des boulangers. Parfois ils sont complices de meurtre. Là, les chevreaux sont dupés par le loup qui réussit à rentrer dans la maison et les goba un à un à l'exception du petit dernier qui a réussi à se cacher dans une pendule. Non, c'est ce qui s'appelle avoir une faim de loup. La mère revint, retrouva son fils et ce dernier lui raconta la scène. Elle pèta une durite et partit choper le loup dans la forêt en emportant des ciseaux, une aiguille et du fil. Ah, c'est vrai que c'est l'arsenal parfait quand on est une chèvre et qu'on compte affronter un loup. Elle le trouva endormi sous un arbre, lui ouvrit le bide et en fit sortir ses 6 petits encore en vie. La digestion par acide chlorhydrique, ça vous dit quelque chose? Elle demanda à ses mômes d'aller chercher des pierres et inséra ces dernières dans l'estomac du loup encore endormi. Et moi qui croyais avoir un sommeil de plomb. Elle recoud la panse de la bête. Essayez donc de manier un bistouri avec des putains de sabots. À son réveil, le loup eut soif et alla au puits pour se désaltérer, mais le poids des pierres le précipita au fond et il mourut étouffé dans d'atroces suffocations, sous les yeux réjouis de la famille des chevreaux qui se mirent à danser et à chanter telle une danse macabre semblable à un rituel satanique. Conclusion, les chèvres sont des putains de psychopathes. Je préfère vous prévenir, celui-là est vraiment hardcore. Et il n'a rien à envier à un massacre à la tronçonneuse. L'histoire raconte qu'un bourgeois et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfant. Très déprimée à cette idée, la demoiselle fit le vœu d'avoir un enfant blanc comme la neige et vermeil comme le sang. La bonne femme voulait mettre au monde un bout de chorizo. Elle est enterrée. Au bout de 9 mois, son vœu se réalisa et elle eut un petit garçon. Mais, tellement heureuse de découvrir ce miracle, elle en mourut. Et voilà, maintenant vous le savez, le bonheur peut tuer. Son mari l'enterra sous un genévrier et, au fil du temps, fatigué de devoir se pignoler, il se trouva une autre femme. La beauté des contes de fées. Cette nouvelle femme serait influencée par le diable, ce qui la poussera à détester l'enfant de son nouveau mari. Ils vont cependant finir par avoir une petite fille qui, elle, sera choyée par sa mère. Un jour, la petite fille demanda à sa mère si elle pouvait avoir une des pommes contenues dans un coffre au couvercle très coupant. Et vous allez voir à quel point il est coupant. Très bientôt. Elle accepta, mais lorsque la gamine demanda une seconde pomme pour son demi-frère, la mère péta un plomb et à ce moment-là, le frère en question entra dans la maison.
Elle reprit ses esprits et proposa au petit garçon d'aller chercher une pomme, non sans une sordide idée derrière la tête. En effet, lorsque l'enfant se pencha sur le coffre pour y saisir une pomme, elle referma violemment le coffre à tel point que le jeune garçon fut décapité. Ah non mais oui, très coupant le coffre. Ne souhaitant pas que sa fille découvre le crime, elle attrapa le cadavre de l'enfant et le mit sur une chaise. Elle posa la tête tranchée sur le corps et attacha les deux parties avec un foulard enroulé autour de son cou, masquant ainsi toute trace de blessure. J'ai déjà vu des opérations ratées, mais alors celle-là, elle vaut de l'or. Pour n'éveiller aucun soupçon, elle mit une pomme dans la main de sa victime et laissa sa fille découvrir son frère. La petite était bien évidemment étonnée de voir que son frère était pâle comme un linge et qu'il ne lui répondait plus. Elle retourna voir sa mère et l'interrogée lui affirma que si son frère ne répondait pas, il fallait lui foutre une baffe. Pédagogie! La gamine s'exécuta et la tête du gamin tomba au sol. Terrifiée, elle se sentit coupable du meurtre et retourna voir sa mère pour tout lui raconter. Cette dernière l'aida à faire disparaître le corps en le coupant en petits morceaux dans les cuisines. On va passer une bonne soirée! Elle mit les morceaux de l'enfant dans un ragoût accompagné des larmes de la petite qui ne pouvait s'arrêter de pleurer. Lorsque le bourgeois rentra, il ne fut pas inquiet une seule seconde de la disparition de son jeune fils et il ordonna qu'on lui serve à manger. Égalité des sexes, tout ça. Il mangea donc le ragoût saveur enfant mort pendant que la petite fille enterrait les os de son demi-frère sous le genévrier. À la manière d'un ta gueule c'est magique, un phénix sortit de l'arbre et s'envola. Vous avez pas trop du mal à suivre? Bien, on reprend. Le piaf alla voir les villageois et réussit à voler une chaîne en or, des godasses et une meule. Il retourna à la maison des cinglés et là, à la vue de la créature, le père était tout content. La mère était en état de stress total et la gamine continuait de chialer dans son coin. Le volatile donna la chaîne en or au père tandis que sa femme tomba dans les vapes et enfin, les chaussures furent offertes à la gamine qui se mit d'un coup à sauter de joie, à danser et à chanter. La gamine bipolaire à mort, quoi. Bipolaire, quoi. L'autre salope sortit de son inconscience et en guise de réveil matin, le phénix lâcha la meule sur sa tronche, la changeant en bouillie. Wow. J'ai bien besoin d'une vodka, moi. Le cadavre de cette connasse en purée prit feu et le fils réapparut. Tout le monde fut heureux et ils se mirent à chanter, comme si de rien n'était. Effectivement, ces contes sont d'une violence certaine, et il est probable que certains enfants puissent être choqués par ces récits. Mais n'était-ce pas là une manière de mieux les mettre en garde face à l'adversité du monde auquel ils doivent se préparer? N'était-ce pas là une façon plus fantasque de leur exposer la froide réalité plutôt que de leur cacher? Il faut, je pense, se recontextualiser dans le mode de vie du 19e siècle. Pour reprendre depuis le début, il faut savoir que ces contes ont connu pas mal de rééditions. Au fil des parutions, certains contes étaient retirés, d'autres ajoutés et la plupart modifiés. Ces modifications ont été faites principalement pour correspondre aux attentes de la population bourgeoise, qui était le principal public de l'époque. Ils trouvaient par exemple que les quelques allusions à caractère sexuel étaient de trop dans des contes pour enfants. Peggy 18. En outre, certains termes scientifiques étaient à leurs yeux trop complexes. Et ironiquement, la violence, elle, n'a cessé d'augmenter. Surtout pour le sort qui était réservé aux antagonistes des récits. Les écrits furent ensuite déformés et utilisés à toutes les sauces. Avant la version de Walt Disney, on pourra citer par exemple le fait que les nazis utilisaient certains contes pour formater leur jeune tête blonde. Ces déformations sont finalement très présentes parmi ces œuvres, puisque quelques-uns des contes du recueil des frères Grimm étaient tirés du travail de Charles Perrault. Les écrits de ces derniers ont été modifiés, voire même germanisés, pour mieux correspondre aux attentes populaires. C'est donc pour de nombreuses raisons que ces histoires n'ont eu de cesse d'évoluer au fil des années, pour, dans un premier temps, correspondre à chaque époque et à ses déontologies, mais aussi pour mieux préparer les enfants à l'adversité de la vie par le biais de morales parfois désuètes et de faits pas toujours très justes. C'est tout pour ma première petite vidéo. Soyez indulgents, je ne fais que commencer. Et à vrai dire, je ne suis pas quelqu'un de très sociable à la base. Et n'hésitez pas à parler du cabinet, likez le cabinet, pouce bleu sur le cabinet, commentez le cabinet, partagez le cabinet. Parlez-en à votre grand-mère du cabinet, comme ça la grand-mère vient au cabinet, si elle est en train de mourir, vous la poussez au suicide, et comme ça on peut faire des prières, on s'arrange pour vous débarrasser, quoi qu'il en soit. Foutez le camp du cabinet. Maintenant. We were born again. When we die, but we will never